Ils disent que la véritable action à Hollywood ne se passait jamais sur le plateau. Elle se passait dans les coulisses, aux tables de poker, et sur des terrains que personne ne voulait jusqu'à ce qu'une star les achète. Pour chaque film à succès, il y avait une activité secondaire secrète, un investissement risqué ou une fortune perdue à poursuivre le prochain grand projet. Pourquoi tant d'icônes ont-elles jeté leur argent dans des rêves fous, et comment ces paris ont-ils changé Hollywood pour toujours? Parfois, les meilleurs scénarios étaient écrits dans les registres bancaires, si vous savez où chercher. Le paradis du jeu cubain, d'Errol Flynn. Lorsque la plupart des gens pensent à Errol Flynn, ils se souviennent du héros aux yeux écarquillés et insouciant qui se balançait des lustres ou riait face au danger sur grand écran. Mais à la fin des années 1950, au sommet de sa renommée déclinante et de ses dettes croissantes, Flynn s'est intéressé à quelque chose de bien plus risqué que les films de pirates, un pari réel qui allait l'entraîner dans l'ouragan de l'histoire. Cuba, alors connu comme le terrain de jeu des Amériques, débordait d'argent de la mafia américaine, d'excès de célébrités et d'intrigues politiques. Les casinos et les boîtes de nuit de la Havane étaient un aimant pour les riches du monde entier, et tout le monde voulait participer à l'action. Errol Flynn, toujours agité et éternellement à la recherche du prochain grand coup, voyait là une opportunité de se réinventer, non seulement en tant que star de cinéma, mais aussi en tant que magnate des affaires. Avec son charisme et une réputation de vivre à la limite, Flynn fut approché par un groupe d'investisseurs américains fortunés qui voulaient construire un complexe de villégiature et casinos de luxe sur l'une des îles au large les plus vierges de Cuba. La proposition était irrésistible, une escapade privée où les riches et célèbres du monde entier pouvaient boire, danser et jouer en secret, loin des regards indiscrets du continent et des journalistes américains curieux. Flynn lui-même s'est vu promettre non seulement une part dans l'entreprise, mais aussi un rôle principal en tant que visage public, une opportunité en or pour raviver sa fortune. Enflammé par l'argent emprunté, le syndicat a commencé à investir de l'argent dans le développement de terrains, l'équipement de casinos et des projets somptueux. Flynn était partout, frayant avec les politiciens, célébrant le projet à la Havane et vendant la vision d'un Monte-Carlo caribéen à son cercle d'amis hollywoodiens. Les stars, les mondains et les hommes d'affaires voulaient tous être de la partie, envoyant de l'argent vers le sud dans l'espoir de futurs jackpots. Mais Flynn et ses partenaires n'ont pas vu la tempête se préparer sur Cuba. Alors qu'ils dessinaient des plans et organisaient des fêtes, la révolution de Fidel Castro prenait de l'ampleur dans les montagnes. Les rebelles se rapprochaient de plus en plus de la Havane, tandis que le projet de casino de Flynn approchait de l'achèvement. Certains affirmaient que Flynn, qui n'hésitait jamais devant l'aventure, avait même rencontré Castro lui-même. Bien que ce soit en tant que touriste curieux ou investisseur secret, reste du domaine de la légende. Puis, en janvier 1959, la révolution a éclaté. Le régime de Batista est tombé, les casinos ont été fermés et les biens américains ont été saisis du jour au lendemain. Le paradis de Flynn était maintenant clairement entre les mains de l'ennemi, inachevé, abandonné et sans valeur. Les investisseurs ont tout perdu. Flynn, toujours survivant, a haussé les épaules en public, mais en privé. La perte était profonde. Pour le reste de sa vie, le rêve d'un empire cubain le hantait. Une autre leçon d'un star qui ne pouvait jamais résister à un dernier coup de dé. La prise de contrôle de TWA par Howard Hughes et le Spruce Goose. Howard Hughes était le genre de personnage qui faisait paraître Hollywood insignifiant. Né dans la richesse, poussé par le génie et la folie à parts égales, il chevauchait les mondes de l'aviation, de l'ingénierie et du cinéma comme un colosse. Mais derrière le glamour des relations amoureuses, très médiatisées de Hughes et de ses productions à succès, se cachait une obsession pour les investissements qui pouvaient éclipser les fortunes et les folies de studios entiers. L'histoire démarre vraiment avec l'offre de Hughes pour dominer le ciel, grâce à Trans World Airlines TWA. Dans les années 1930, les compagnies aériennes représentaient l'avenir, et Hughes, déjà riche des profits du cinéma et de la Hughes Tool Company, voyait l'aviation comme sa nouvelle scène. Il commença discrètement à acheter des actions de TWA, prenant finalement le contrôle et plongeant l'entreprise dans une ère d'innovation effrénée. Hughes a investi des dizaines de millions dans de nouveaux avions, de nouvelles routes et de nouvelles technologies, jurant de faire de TWA le joyau du voyage aérien mondial. Sous sa direction, TWA a acquis le Lockheed Constellation Elegant, un avion si avancé qu'il semblait sortir tout droit d'une science-fiction.
film. Mais l'appétit de Hughes pour le spectaculaire ne s'est pas arrêté là. À l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, il a conçu le H-4 Hercule, mieux connu sous le nom de Spruce Goose, un hydravion d'une taille quasi mythique conçu pour transporter hommes et matériel à travers les océans. Le gouvernement a financé le projet comme une solution potentielle au blocus des sous-marins. Mais lorsque la guerre a pris fin, le besoin d'un tel colosse a disparu. Hughes, réticent à abandonner, a investi des millions de son propre argent pour achever le prototype, déterminé à prouver que les sceptiques avaient tort. Ce qui a suivi est devenu légendaire. En 1947, devant un corps de presse sceptique, Hughes pilota lui-même le Spruce Goose pour son unique vol. Un bref saut au-dessus du port de Long Beach qui fit la une, mais ne convainquit personne. L'énorme avion fut mis en sommeil discret, un monument de la taille d'un hangar à la fois à l'ambition et à l'extravagance. Les actionnaires et partenaires commerciaux devinrent inquiets, car le secret obsessionnel et les dépenses erratiques de Hughes commencèrent à mettre en danger TWA elle-même. Les batailles en salle de réunion ont tourné au vinaigre. Pendant des années, Hughes a utilisé des manœuvres légales et des fonds personnels pour garder le contrôle, refusant de laisser son entreprise s'échapper, même si les dettes de la compagnie s'accumulaient. Au début des années 1960, après des procès et un examen réglementaire, Hughes perdit finalement son emprise sur TWA. Il s'en alla affaibli. Sa fortune personnelle diminua, mais sa réputation comme l'investisseur le plus extravagant et incontrôlable d'Hollywood fut à jamais assurée. L'héritage de Hughes reste un avertissement sur la fine ligne entre le génie et l'imprudence, un rappel qu'à Hollywood, même les rêves les plus extravagants peuvent devenir des cauchemars coûteux. Le scandale pétrolier de l'hôtel Beverly Hills. Pour les étrangers, l'hôtel Beverly Hills était et reste le symbole ultime du glamour hollywoodien. C'est là que les stars venaient pour échapper au scandale, où les magnates concluaient des affaires à des millions de dollars autour de Martini, et où la presse mondiale attendait près de l'entrée iconique verte et rose pour apercevoir la royauté du grand écran. Mais à la fin des années 1940, les pelouses luxuriantes et les cours de tennis de l'hôtel devinrent l'épicentre de l'un des plans d'investissement les plus audacieux que le Hollywood classique ait jamais vu, un projet qui promettait de l'or noir sous les bougainvillées. Cela a commencé par des chuchotements parmi l'élite de la ville. Il y avait des rumeurs selon lesquelles des gisements de pétrole riches, semblables à ceux qui avaient fait prospérer Los Angeles des décennies plus tôt, pourraient être cachés sous l'hôtel et son quartier exclusif. Une équipe de géologues et de promoteurs aux paroles rapides a commencé à circuler à Beverly Hills, proposant aux stars et aux dirigeants de studios une proposition incontournable. Pour un investissement généreux, les investisseurs pouvaient obtenir une part dans une nouvelle société de forage pétrolier avec des droits pour creuser juste sous le Beverly Hills Hotel et les propriétés adjacentes. L'offre était irrésistible. Le pétrole avait déjà transformé certaines parties de Los Angeles en millionnaires instantanés, et qui ne voudraient pas faire fortune en sirotant du champagne au bord de la piscine. Bientôt, le stratagème avait piégé un who's who de l'âge d'or d'Hollywood. Acteurs, agents, producteurs et même quelques réalisateurs ont signé des chèques. Plus la liste était exclusive, plus la pression pour s'engager avant que les puits ne jaillissent était forte, mais les vraies richesses n'étaient pas dans le sol. Elles étaient dans les poches des escrocs. Alors que l'argent affluait, les escrocs organisaient un simulacre de forage exploratoire, avec du matériel loué, des visites de sites mises en scène et des études géologiques fabriquées. Toute preuve de pétrole était suffisante pour maintenir l'espoir et encourager de nouveaux investissements. La vérité s'est révélée lentement, alors que les forages répétés ne produisaient que de la terre et de la déception. La suspicion s'est transformée en indignation quand certains investisseurs ont finalement exigé de voir les livres. Les promoteurs ont disparu presque du jour au lendemain, leur escroquerie exposée juste au moment où la police et les avocats se sont rapprochés. Les stars à qui on avait promis des fortunes ont perdu leurs investissements et les propriétaires de l'hôtel se sont démêlés pour sauver leur réputation. À la suite de cela, le scandale pétrolier du Beverly Hills Hotel est devenu une légende hollywoodienne cautionnaire, un rappel que dans une ville construite sur l'illusion, même les riches et célèbres pouvaient être dupés par un scénario trop beau pour être vrai. Et pour un bref et étrange moment, le glamour du vieux Hollywood a heurté la dureté des champs de pétrole, ne laissant que des rumeurs et des regrets bouillonner sous les palmiers. Le mari de Clara Bow et le fiasco de l'hippodrome. Clara Bow, la première hit girl d'Hollywood, n'était pas étrangère au feu de la rampe ni au scandale.
Mais même elle n'aurait pas pu prédire le désastre qui se produirait lorsque son mari, Rex Bell, un acteur de cow-boy charmant et plus tard un politicien du Nevada, entraîna l'élite hollywoodienne dans un projet d'investissement dans un circuit de course qui semblait glamour sur le papier, mais qui se termina par des désillusions, des procès et des fortunes brisées. Rex Bell n'était jamais satisfait d'être simplement le mari d'une star de cinéma ou de jouer les seconds rôles dans la vie envahie par les tabloïds de Clara. Il était agité, toujours à la recherche du prochain grand projet, de l'affaire qui ferait de lui une légende à part entière. Le secteur des hippodromes, pensait-il, était son billet pour sortir de son ombre et entrer dans le monde des magnates. À l'époque, le sud de la Californie connaissait un essor des courses de chevaux. Santa Anita Park attirait des foules massives, et des sommes d'argent énormes changeaient de main plus vite que les chevaux ne pouvaient courir. Bell commença à promouvoir un nouveau plan audacieux. Il aiderait à construire et gérer un hippodrome de luxe juste à l'extérieur de Hollywood. Un terrain de jeu pour célébrités et mondains, où des fortunes pourraient être gagnées en un seul après-midi. Il a présenté l'idée lors de cocktails et de réunions de clubs, convainquant certains des noms les plus rentables de la région d'investir, avec le nom de Clara Bow donnant au projet un air de légitimité. Des stars comme Gary Cooper, Carole Lombard et même quelques dirigeants de grands studios se sont laissés séduire par la promesse d'un glamour sans fin et de profits faciles. Pendant un certain temps, il semblait que Bell pourrait réellement y arriver. Les plans étaient grandioses, les designs somptueux, et la presse hollywoodienne bouillonnait d'excitation. L'argent affluait et des terres furent achetées aux abords de Los Angeles. Mais à mesure que les coûts explosaient et que les retards s'accumulaient, des fissures commencèrent à apparaître. Les permis clés furent retardés et la gestion était embourbée dans des querelles internes. Pour maintenir le projet à flot, Bell et ses partenaires ont commencé à emprunter sur les fonds des nouveaux investisseurs pour couvrir les dépenses croissantes, un château de cartes financier qui ne tenait que tant que le battage médiatique durait. Lorsque le circuit a finalement ouvert, l'affluence a été décevante et l'opération a rapidement perdu de l'argent. L'expérience de luxe promise a été entachée par une construction de mauvaise qualité, des scandales de gestion et une série de mauvaises publicités. Les investisseurs ont commencé à soupçonner qu'on leur avait vendu un rêve, et les procès ont commencé à affluer. Clara Bow elle-même, qui avait initialement soutenu le projet, était dévastée car son nom était traîné dans la boue par association. Le fiasco du circuit est devenu un avertissement pour les puissants d'Hollywood. Tous les scénarios ne mènent pas à une fin heureuse. Par la suite, des fortunes ont été perdues, des amitiés se sont détériorées, et le mariage de Clara et Rex a souffert. Ce qui devait être un monument étincelant de succès est devenu une mise en garde, un rappel que même les lumières les plus brillantes peuvent projeter les ombres les plus longues, surtout lorsque l'argent et la confiance sont en jeu. Charlie Chaplin est le désastre bancaire européen de United Artists. Charlie Chaplin, peut-être le visage le plus reconnaissable au monde à l'époque du cinéma muet, n'était jamais satisfait de seulement jouer le rôle du bouffon à l'écran. Hors écran, il était un homme d'affaires astucieux et ambitieux, l'un des membres fondateurs de United Artists, le studio révolutionnaire créé pour que les stars puissent contrôler leur propre destin et leurs bénéfices. Mais même Chaplin, avec toute sa perspicacité et son scepticisme, n'était pas à l'abri des dangers des plans d'investissement internationaux qui semblaient trop beaux pour être vrais. À la fin des années 1930, United Artists avait accumulé d'énormes profits grâce à Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks et d'autres légendes. Le monde, cependant, était au bord de la guerre, et tout le monde cherchait des refuges sûrs pour leur argent. Chaplin et ses partenaires ont commencé à déplacer de grandes sommes d'argent du studio vers des banques suisses et d'autres banques européennes, attirés par des promesses de croissance exonérées d'impôts, d'une confidentialité à toute épreuve et de taux d'intérêt lucratifs. La stratégie semblait judicieuse. Les centres financiers européens étaient légendaires pour la protection de la richesse de l'élite mondiale, et le secret bancaire suisse était presque mythique. Des conseillers et soi-disant experts financiers sont arrivés en masse, promettant à United Artists une variété d'instruments offshore et de comptes spéciaux. Le studio a investi des millions dans ces banques étrangères, convaincu de déjouer à la fois l'impôt américain et toute future tourmente politique aux États-Unis. Chaplin lui-même, toujours inquiet que le gouvernement saisisse ses biens, a personnellement préconisé de conserver une part substantielle de sa fortune à l'étranger. Mais la réalité n'a pas tardé à intervenir. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a semé le chaos sur les marchés financiers européens. Les banques ont fermé. Les gouvernements ont gelé les comptes
Comptes et des contacts autrefois fiables ont disparu du jour au lendemain. Les dirigeants de United Artists se sont empressés de sécuriser leurs fonds, mais ils ont rapidement découvert que des sommes considérables avaient simplement disparu, perdues à cause de faillites bancaires, de saisies gouvernementales ou de fraudes pure et simple. Dans certains cas, les banques avaient investi de manière imprudente ou n'avaient jamais vraiment protégé l'argent. Pour Chaplin et United Artists, les pertes étaient énormes. Les batailles juridiques ont duré des années, mais la majeure partie de l'argent n'a jamais été récupérée. Le scandale a été gardé en grande partie secret. Personne ne voulait que le public sache que le studio de cinéma le plus puissant au monde avait été dupé par des banquiers étrangers et un réseau d'intermédiaires douteux. Chaplin lui-même devait plus tard réfléchir, avec son humour noir caractéristique, qu'il était plus facile de gagner des millions à Hollywood que de les garder en sécurité en Europe. La catastrophe bancaire de United Artists est devenue une leçon cachée pour l'élite de Hollywood. Peu importe à quel point vous êtes intelligent ou à succès chez vous, il y a toujours quelqu'un prêt à vous séparer de votre argent sur la scène internationale. Pour Chaplin, cet épisode était un rappel amer que même les maîtres de l'illusion peuvent tomber dans un piège financier et que le monde au-delà d'Hollywood est rempli de complots et de rebondissements plus étranges que n'importe quel film. L'empire des gymnases Muscle Beach de Mae West. Mae West n'était jamais du genre à suivre les règles. Avec son esprit sensuel et sa confiance inébranlable, elle a brisé des tabous, déjoué les censeurs et est devenue l'une des actrices les mieux payées d'Hollywood. Mais dans l'après-guerre, alors que ses rôles au cinéma diminuaient et que l'obsession de l'Amérique pour la santé et la forme physique augmentait, West a vu un nouveau champ de célébrité et de fortune, qui attirerait aussi bien les célébrités, les culturistes, que les grands rêveurs. Ce n'était pas juste une autre mode hollywoodienne. C'était la tentative de Mae West de construire un empire de gymnase et une mise en garde sur le mélange de l'éclat du showbiz avec la force des affaires. Le plan semblait parfait pour l'époque. À la fin des années 1940 et au début des années 1950, la tendance de la culture physique était partout. Muscle Beach à Santa Monica attirait les foules pour regarder des athlètes bronzés et des adonis en herbe exhiber leurs muscles. Mae West, toujours en avance sur son temps, a décidé d'investir massivement dans une chaîne de salles de sport et de centres de remise en forme le long de la côte californienne, envisageant un réseau glamour de palais de fitness pour les célébrités et le grand public. Elle a mis son nom et son argent derrière une nouvelle marque de salle de sport qui promettait non seulement de l'exercice, mais une expérience digne de la royauté hollywoodienne. Avec son style inimitable, West organisait des fêtes d'inauguration fastueuses, invitant ses collègues stars et la presse à admirer les installations ultramodernes. Les publicités projetaient son nom et son visage sur des panneaux d'affichage. « Venez soulever avec Mae West », un jeu de mots espiègle sur sa phrase célèbre. Pendant un bref instant, il semblait qu'elle pourrait réussir. Le nombre d'adhésions a grimpé, et certaines des célébrités les plus célèbres de la ville faisaient des apparitions régulières, conférant à l'entreprise une aura de crédibilité branchée. Mais le secteur du fitness s'est avéré plus compliqué qu'un plateau de cinéma. Les coûts de maintenance des installations glamour ont grimpé en flèche, et la logistique de gestion de plusieurs emplacements est devenue écrasante. Les poursuites ont commencé à s'accumuler concernant des fournisseurs impayés, des ruptures de contrats et des allégations selon lesquelles certains entraîneurs et membres du personnel n'étaient pas payés pendant des mois. Pire encore, certains usagers se sont plaints que les gymnases ne tenaient pas les promesses hollywoodiennes, mentionnant des équipements cassés et des cours surchargés. Les partenaires commerciaux de Mae, dont certains étaient moins expérimentés qu'ils ne le laissaient de croire, ont eu du mal à faire face aux réalités financières. Dès le milieu des années 1950, l'empire des salles de sport Muscle Beach a commencé à s'effondrer. Plusieurs emplacements ont fermé brusquement, laissant les membres à la porte et les créanciers chercher des réponses. Mae West, dont la réputation de dureté l'avait soutenu à travers les tempêtes les plus violentes d'Hollywood, se retrouvait confrontée à des procès et à des titres de presse remettant en question sa perspicacité en affaires. L'entreprise autrefois glamour est devenue un avertissement sur la course aux tendances sans base solide. En fin de compte, l'empire Muscle Beach de Mae West s'est évanoui aussi rapidement qu'il était apparu, ne laissant derrière lui que des souvenirs, quelques photos fanées et la leçon que toutes les stars d'Hollywood ne peuvent pas réussir en affaires par leur seule force. W.C. Fields est la bulle de l'Orange Grove. W.C. Fields était le maître du cynisme comique, un homme dont le personnage à l'écran était à parts égales, charme, esprit et méfiance prudente envers le monde. Hors caméras, Fields n'était pas très différent. Il aimait bien boire, n'avait pas confiance en les banquiers et croyait qu'il n'y avait pas de meilleur
investissement qu'un lopin de terre californien. Dans les années 1930, cette foi serait durement mise à l'épreuve lorsque Fields et une flopée d'amis hollywoodiens se retrouvaient impliqués dans l'une des bulles d'investissement les plus étranges et les plus désastreuses de l'époque, la folie des vergers d'oranges de Californie. La logique semblait solide. L'industrie des agrumes en Californie était en plein essor, alimentée par la demande nationale et la promesse de profits faciles. Les vergers d'orangers étaient commercialisés auprès de l'élite hollywoodienne comme la chose la plus sûre en agriculture. Les agents immobiliers et les promoteurs agricoles se sont répandus à travers Los Angeles, invitant stars et producteurs à des fêtes exclusives sur les terres agricoles baignées de soleil. L'argument de vente était irrésistible. Achetez quelques acres, laissez les ouvriers migrants s'occuper des arbres et regardez votre fortune croître, littéralement. Fields, jamais du genre à refuser de l'argent facile, se lança à fond. Il acheta plusieurs parcelles à des prix qu'on lui disait être des bonnes affaires et convainquit bientôt quelques amis, des stars du cinéma muet, des scénaristes, même quelques producteurs, de le rejoindre. L'idée d'échanger le chaos des plateaux de tournage contre la tranquillité d'un verger d'oranges séduisait beaucoup dans le milieu. Les stars se vantaient de leur nouveau statut de gentleman farmer lors des dîners à Hollywood, et de plus en plus d'investisseurs faisaient la queue, avides d'une part du gâteau. Mais en dessous de la surface, tout n'allait pas bien. Des agents immobiliers malhonnêtes avaient gonflé la valeur de terrains sans valeur ou détériorés en utilisant des évaluations falsifiées et de faux rapports de rendement des cultures. Les terrains que Fields et ses amis ont achetés étaient souvent sur des terres marginales avec un accès limité à l'eau, les rendant presque inutilisables pour la production d'agrumes. Pour aggraver les choses, un fléau soudain a balayé le sud de la Californie, ravageant les cultures et faisant chuter les prix des oranges. En quelques années seulement, le grand projet de verger d'orangers s'est effondré. Fields regarda avec horreur son investissement infaillible se détériorer. Il perdit des milliers, et d'autres perdirent encore plus. Les gentlemen fermiers se retrouvèrent avec des terres stériles et des poches vides, forcés d'admettre qu'ils avaient été dupés par des escrocs charmeurs et les forces imprévisibles de la nature. La bulle des plantations d'orangers devint une plaisanterie récurrente à Hollywood, un autre exemple de la façon dont même les esprits les plus aiguisés pouvaient se laisser séduire par des rêves d'argent facile. Pour W.C. Fields, ce fut une leçon amère. Parfois, la meilleure option est de s'en tenir à ce que l'on connaît, et de ne jamais faire confiance à une affaire qui semble trop belle. Le gouffre financier d'Alamo Village de John Wayne. John Wayne, Duke pour ses amis et des millions de cinéphiles, était le symbole ultime de la détermination américaine, de l'indépendance robuste et du patriotisme inébranlable. Il n'était donc pas surprenant que, lorsqu'il a entrepris de réaliser son projet de rêve, The Alamo, il ait refusé de faire des économies. Mais l'engagement de Wayne envers l'authenticité a transformé ce qui devait être un plateau de tournage en l'un des gouffres financiers les plus notoires d'Hollywood, une saga qui laisserait le Duke et ses investisseurs abasourdis pendant des décennies. Wayne avait voulu tourner un film sur le légendaire siège de 1836 à l'Alamo pendant des années. Quand aucun studio n'a voulu financer sa vision grandiose, il a fait ce que les plus grandes stars d'Hollywood font souvent. Il a financé le projet lui-même, réunissant une liste d'amis de l'industrie et de fans fidèles comme bailleurs de fonds. Déterminé à recréer l'histoire à une échelle épique, Wayne a acheté une vaste parcelle de terrain à Brackettville, Texas, et a entrepris de construire une réplique grandeur nature de la mission d'Alamo, ainsi qu'une ville entière en activité, complète avec des rues, des magasins et même une église fonctionnelle. Les coûts de construction ont explosé. Wayne a exigé une précision historique pour chaque brique et poutre, s'opposant aux comptables du studio et misant davantage avec ses fonds personnels. Alors que le projet s'éternisait, les retards dus aux intempéries et les cauchemars logistiques ne faisaient qu'ajouter aux dépenses. Les investisseurs, certains étant des collègues acteurs, d'autres des fans riches séduits par le charisme de Wayne, continuaient à signer des chèques, convaincus que lorsque The Alamo sortirait enfin en salle, ce serait un succès qui leur rapporterait 10 fois leur mise. Lors de sa sortie en 1960, le film était en effet un spectacle, obtenant des nominations aux Oscars et attirant des foules curieuses. Mais malgré son ampleur, The Alamo a eu du mal à récupérer son énorme budget. Les coûts d'entretien d'Alamo Village, le vaste plateau devenu attraction touristique, continuaient de s'accumuler. Les visiteurs arrivaient au compte-gouttes, mais les ventes de billets et les locations de films n'ont jamais compensé l'entretien du site ou les dépenses colossales du film. Pendant des décennies, Alamo Village
qui se dressait comme un monument à la fois pour la vision de Wayne et la capacité d'excès d'Hollywood. La propriété a changé de main plusieurs fois, servant parfois de destination touristique western, d'autres fois laissée à l'abandon sous le soleil impitoyable du Texas. Wayne lui-même n'a jamais entièrement récupéré son investissement et était franc au sujet de l'impact que cela a eu sur ses finances et ses amitiés. En fin de compte, l'Alamo était moins un triomphe du cinéma américain qu'un avertissement pour chaque star avec un projet personnel et un chèque en blanc. Le gouffre financier de John Wayne se dresse comme un témoignage de la façon dont même les légendes peuvent être défaites par l'ambition, et comment un seul film peut hanter une carrière bien plus longtemps que n'importe quel duel au revolver. La mère de Jean Harlow et les actions de la crème miraculeuse. Jean Harlow, la première blonde platine, a captivé des millions de personnes avec son esprit, sa beauté et sa présence. Mais dans les coulisses, c'était sa mère ambitieuse et souvent autoritaire, qui est devenue le centre de l'un des fiascos d'investissement les plus étranges d'Hollywood. Une soi-disant crème miracle qui promettait la jeunesse éternelle et n'a livré que des procès, déceptions et une suite de comptes bancaires vidés. Connue sous le nom de Mère Jean, la mère de Harlow était une force constante dans la vie et la carrière de sa fille, agissant en tant que manager, publiciste et gardienne. Au milieu des années 1930, Mother Jean s'est entichée d'un entrepreneur local qui prétendait avoir développé un nouveau cosmétique révolutionnaire, une crème capable d'effacer les rides, de faire disparaître les taches de vieillesse et de garder le visage de l'élite hollywoodienne éclatant sous les projecteurs des studios. Le discours était irrésistible, surtout dans une industrie obsédée par la jeunesse. Avec le nom de Jean Harlow attaché, Mère Jean s'est mise au travail pour convaincre les acteurs, réalisateurs et même les maquilleurs d'investir dans la société, fabriquant la soi-disant crème miracle. Certains ont signé en tant que bailleurs de fonds, tandis que d'autres ont accepté de promouvoir le produit auprès de leurs amis et fans. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la formule secrète avait été développée par des scientifiques européens et introduite clandestinement aux États-Unis comme la prochaine grande avancée en matière de beauté. Alors que les premiers lots de crème sortaient, les stars faisaient la queue pour être photographiées avec les pots, et les colonnes de potins de Hollywood s'extasiaient sur les effets incroyables du produit. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que des fissures apparaissent. Les clients se plaignaient que la crème n'était guère plus qu'une simple crème froide glorifiée. Aucun miracle, juste le même vieux hydratant. Certains ont même signalé des éruptions et des irritations. Des remboursements ont été demandés. La presse, autrefois séduite par l'angle hollywoodien, a commencé à enquêter sur les antécédents de l'entreprise et a découvert que les soi-disant scientifiques européens n'existaient pas et que les prétentions de miracle étaient purement fantaisistes. Des investisseurs en colère ont intenté des poursuites et l'entreprise s'est rapidement effondrée sous le poids du scandale et de la mauvaise publicité. La réputation de Mère Jean et, par extension, celle de John Harlow a été mise à mal par la presse. L'élite d'Hollywood était couverte de honte, non pas à cause de la crème pour le visage, mais à cause de la gêne d'avoir été dupée. Le fiasco de la crème miracle reste un avertissement dans l'histoire d'Hollywood. Peu importe la brillance des projecteurs, il y a toujours une ombre d'opportunisme et de cupidité, et tous les investissements ne valent pas la peine de miser son nom ou son visage. Le pari immobilier Hollywoodland de Warner Brothers. Dans les rugissantes années 1920, les fortunes d'Hollywood semblaient illimitées. Les studios étaient en plein essor, le son transformait le cinéma, et des fortunes se faisaient du jour au lendemain. Les frères Warner, Harry, Albert, Sam et Jack étaient les rois de la nouvelle industrie, au sommet après le succès de The Jazz Singer. Mais pleins d'argent et d'optimisme, ils ont vu au-delà du grand écran, investissant dans un vaste projet immobilier qui aiderait à créer et à presque détruire le panneau le plus emblématique de l'histoire du cinéma, Hollywoodland. Le plan était aussi grandiose que n'importe quel blockbuster. Acheter des hectares de collines non aménagées au-dessus de Los Angeles et les transformer en un lotissement exclusif, avec des maisons luxueuses, des routes sinueuses et la promesse de voisins stars de cinéma. Pour attirer les acheteurs, les promoteurs ont érigé un gigantesque panneau sur la colline, Hollywoodland. Chaque lettre imposante illuminée par des milliers d'ampoules, appelant vers l'ouest nouvelles fortunes et rêves inédits. Les frères Warner et d'autres dirigeants de studios ont investi beaucoup d'argent dans le projet, le voyant comme un investissement sûr qui protégerait leur fortune de la volatilité du secteur du cinéma. Le marketing était incessant, promettant des vues panoramiques,
des fêtes glamour et une proximité avec les stars les plus en vue de la ville. Les premières ventes ont été rapides, alors que l'économie florissante encourageait la spéculation et la prise de risques. Mais lorsque la Grande Dépression a frappé en 1929, le rêve s'est rapidement détérioré. Les ventes de maisons se sont arrêtées, la construction a été interrompue, et de nombreux acheteurs ont fait défaut sur leur terrain. Les frères Warner, qui avaient misé sur la prospérité continue, ont vu leurs investissements se réduire alors que le marché s'effondrait. Pendant un temps, même l'avenir de leur studio était en question, alors que les dettes du projet Hollywoodland s'accumulaient. Le célèbre panneau lui-même est tombé en ruine, les lettres se sont cassées, les ampoules se sont éteintes, et il est devenu un monument aux promesses non tenues de la ruée vers les terres d'Hollywood. Ce n'est que des décennies plus tard que la ville a rénové le panneau, le raccourcissant à simplement Hollywood et en faisant le symbole emblématique que nous connaissons aujourd'hui. Le Paris Hollywoodland des Warner Bros. Est un exemple classique de la manière dont même les acteurs les plus puissants d'Hollywood peuvent être pris au dépourvu par l'imprévisibilité du monde réel. Pendant quelques courtes années, le panneau a servi de phare pour les rêveurs. Pour beaucoup, il représentait aussi un avertissement sévère. Même à Tinseltown, il n'existe pas de succès garanti. Des pistes de course condamnées aux fortunes disparues dans le pétrole et les oranges, les investissements les plus fous d'Hollywood montrent à quel point la vie peut être risquée derrière le glamour. Même les plus grandes stars n'étaient pas à l'abri des rêves brisés. Dans une ville alimentée par l'ambition et l'illusion, courir après le prochain grand succès faisait toujours partie du jeu. Parfois, les paris les plus audacieux se déroulaient loin des caméras, et les histoires les plus folles n'étaient pas écrites dans les scripts, mais dans les risques que les stars osaient prendre.